Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans la salle numérique de la bibliothèque de l'Université Toulouse 1 afin de vous entretenir aujourd'hui de la boîte à outils mise à la disposition des chefs d'entreprise afin de prévenir, sinon de guérir, les difficultés rencontrées précisément par leur entreprise. Pendant très longtemps, le critère de la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, a été le seul critère de ventilation des procédures amiables et des procédures judiciaires. Ainsi, alors que justement cet état de cessation des paiements n'était pas encore survenu, la procédure de règlement amiable pouvait être empruntée. Tandis qu'une fois celui-ci constaté, les procédures de redressement et de liquidation judiciaire devaient forcément être empruntées. Il fallut attendre la loi du 26 juillet 2005, loi dite de sauvegarde des difficultés des entreprises, afin que précisément les champs respectifs de la prévention justement et de traitement judiciaire de l'entreprise soit complètement repensé. Voici une procédure, la procédure de conciliation, qui, bien qu'amiable, va pouvoir être dans une certaine mesure compatible avec un état de cessation des paiements dès lors qu'il datera de moins de 45 jours. A l'inverse, voici une procédure, la procédure de sauvegarde judiciaire, qui, bien qu'étant une procédure judiciaire collective, va pouvoir se couler dans le moule justement de la prévention, puisque celle-ci devient incompatible avec cet état de cessation des paiements. Le législateur en a même fait une condition de son ouverture à côté de la nécessité pour le débiteur d'avoir à démontrer ces difficultés insurmontables. Voici donc une nouvelle orientation avec ces deux procédures, une procédure amiable compatible avec la cessation des paiements et inversement, certes fortement inspirée justement par le Chapter 11 du Bankruptcy Code, autrement dit du Code américain de la banqueroute, avec cette sauvegarde judiciaire. Au-delà, cette loi de sauvegarde des entreprises en difficulté est venue de toute façon reprendre et a fait preuve, à vrai dire, de constance pour reprendre les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Elle est venue consacrer la procédure non de mandat ad hoc parce que, avouons-le, cette procédure qui était née de la pratique justement des juridictions consulaires et qui avait été évoquée à demi-mot par la loi du 10 juin 1994 manquait encore justement d'une disposition propre. Ce fut le cas avec l'article L611-3 qui doit être salué pour sa constance, sa permanence et surtout son caractère lapidaire, ce qui est peu commun en cette matière, avouons-le. Reste encore à savoir si ce mandat ad hoc est ou non compatible avec la cessation des paiements. Alors, le dispositif légal ne l'interdit pas formellement, on doit l'avouer. Toutefois, il faut penser que des obstacles pratiques rendent impossible cette faculté d'ouvrir un mandat ad hoc lorsque l'entreprise connaît déjà un état de cessation des paiements. Imaginons que ce serait le cas et qu'un accord puisse être conclu, il sera facilement balayé par le biais des nullités de la période suspecte, justement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire subséquente. N'oublions pas non plus que cette liquidation judiciaire connaît en tout cas une voie simplifiée dès lors que justement on se retrouvera face à des entreprises répondant à des seuils correspondant à une entreprise de petite taille. Cette répartition devait de nouveau être remise sur le métier afin de tenir compte justement de cette audace des praticiens qui, à l'œuvre dans le cadre amiable, ont connu les limites justement de cette pratique amiable avec l'unanimité des créanciers qu'elle suppose, afin d'offrir justement aux débiteurs cette faculté de porter cet accord amiable et de le faire adopter dans le cadre judiciaire. J'ai nommé la procédure de sauvegarde financière accélérée qui est née de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010. Par ce biais, par cette loi, il s'agissait ainsi de consacrer l'accord qui avait été élaboré dans l'antichambre d'un mandat ad hoc et plus vraisemblablement d'une procédure de conciliation grâce à l'ouverture subséquente d'une procédure judiciaire, et je pense principalement à cette procédure de sauvegarde. Au-delà, l'ordonnance du 12 mars 2014 est venue pour généraliser cette formule et ainsi on observe que la sauvegarde judiciaire, la sauvegarde originelle, celle de 2005, devient en quelque sorte la sauvegarde de droit commun, tandis que la sauvegarde accélérée devient l'une de ses espèces et la sauvegarde financière accélérée devient donc, dans ce cadre-là, une sous-espèce. Cette ordonnance du 12 mars 2014 est venue parachever cet édifice en créant la procédure de rétablissement professionnel qui s'adresse principalement aux entrepreneurs individuels personnes physiques qui n'ont pas de salariés et dont leur actif est inférieur à 5 000 €. Il s'agit donc ici de prendre acte de la procédure de rétablissement personnel qui existe dans le Code de la consommation et de permettre de la même manière un effacement des dettes pour cet entrepreneur individuel sans qu'il ait justement à subir la procédure de liquidation judiciaire.
Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde judiciaire, sauvegarde accélérée, sauvegarde financière accélérée, redressement, liquidation, liquidation judiciaire simplifiée, rétablissement professionnel, c'est dire si la boîte à outils offerte aux débiteurs est riche et perfectionnée. Alors certes, il est vrai que cet enrichissement, ce perfectionnement, cette spécialisation des procédures risque in fine de nuire à l'intelligibilité de l'offre. Ce d'autant que d'autres procédures existent en marge du Code de commerce. Je pense notamment à la procédure de règlement amiable agricole qui est portée par le Code rural et de la pêche maritime et qui constitue le préalable indispensable aux procédures collectives. Je pense également aux procédures propres justement aux copropriétés en difficulté ou encore aux établissements bancaires défaillants. Ceci justifie d'autant l'effort qui devra être fourni pour informer, pour éduquer les chefs d'entreprise afin de leur expliquer et de leur exposer quels sont les différents outils mis au service de la prévention et du traitement de leurs défaillances. Or, grâce à ce MOOC, chacun de nous, vous et moi, nous pourrons nous emparer de cette tâche consistant justement à devenir acteurs du changement de mentalité qui accompagne ce perfectionnement de la boîte à outils. N'oublions pas ici qu'il s'agira de mettre l'accent sur l'anticipation des difficultés, c'est certain, mais également sur cette faculté désormais offerte aux débiteurs en difficulté de rebondir. Je vous remercie.